Coucou tout le monde, bon bah voilà, le confinement aux surprises n'est toujours pas levé, j'ai donc tout à fait le temps de poursuivre cette petite série de podcasts et je ne vais pas m'en priver. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les podcasts précédents, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, hein, vous pourrez toujours aller les voir après, encore une fois, pas besoin d'avoir vu les précédents pour comprendre celui-ci. Et si vous les avez vus, bah, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas, ça m'a bien plu de les faire, donc c'est pour ça que je continue. Je vous rappelle au passage que vous pouvez toujours me proposer des sujets dans les commentaires ou me poser vos questions d'écriture, j'y répondrai probablement, très probablement même, dans les podcasts suivants. Mais vous pouvez aussi tout simplement partager, liker ou me soutenir. Donc je rappelle, pour me soutenir, j'ai la campagne Ulule pour mon court-métrage de fin d'année. Et vous pouvez aussi acheter l'anthologie de nouvelles que j'ai publiée il y a quelques années, qui est toujours disponible partout et qui n'est pas très chère. Je vous reparle de tout ça à la fin du podcast. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler d'un truc hyper frustrant, d'un truc qui fait que vous avez toujours envie de rager contre les scénaristes de votre série préférée, d'un truc qui fait que vous enchaînez les épisodes sur Netflix alors que vous devriez dormir depuis longtemps. Oui, on va parler des cliffhangers. Parce que oui, le cliffhanger, c'est l'un des outils narratifs les plus communs et les plus utiles qu'on puisse trouver dans la dramaturgie. Et donc c'est super important à la fois d'en parler, mais aussi d'expliquer très clairement ce que c'est et comment ça marche. Parce que en fait, la plupart du temps, soyons honnêtes, c'est vraiment très très mal utilisé. Et allons plus loin, c'est aussi un outil qui est très très mal compris. Parce que ouais, si vous pensez que le rôle d'un cliffhanger c'est de créer un gros suspense, eh ben je vais vous expliquer qu'en fait, c'est pas ça du tout. Alors, le cliffhanger, concrètement, c'est quoi? Ça vient d'où? Bon, le mot lui-même, traduit littéralement, ça veut dire suspendu à une falaise. Et en fait, supposément, ça vient d'un roman feuilleton du 19e siècle, d'un roman feuilleton anglais, qui s'appelle A Pair of Blue Eyes, donc une paire de yeux bleus, et qui est écrit par Thomas Hardy. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, les journaux imprimés à l'époque, en fait, ils voulaient fidéliser les clients. Et du coup, ils demandaient à des auteurs d'écrire des histoires qu'ils pourraient publier chapitre par chapitre dans leur journée. Comme ça, les clients, ils avaient envie de connaître la suite de l'histoire. Et du coup, ils achetaient le numéro suivant du journal, alors que sinon, ils l'auraient peut-être acheté que s'il y avait eu des gros titres importants. Donc voilà, c'est ça en fait qu'on appelle les romans feuilletons. Et pour information, la plupart des grands auteurs que vous étudiez à l'école, Zola, Balzac, tout ça, en fait, étaient publiés comme ça, c'est-à-dire dans les journaux, voilà. Et s'il y avait autant de digressions, c'est aussi parce que ils étaient payés à la ligne. Bref. Donc, l'idée, c'était donc que les gens, en fait, en lisant le chapitre dans le journal, ils aient toujours envie ils aient toujours envie de lire la suite de l'histoire et donc le chapitre suivant pour que, comme ça, ils rachètent le journal. Sinon, ça sert à rien. Du coup, c'était super important que chaque chapitre dans le journal, chaque chapitre publié dans le journal donne vachement envie, en fait, de connaître la suite de l'histoire. Sinon, les gens n'allaient pas racheter le journal. Donc du coup, les auteurs ils ont commencé à développer des techniques pour que à la fin de chaque chapitre du roman qui est publié, et en tout cas la fin de chaque chapitre qui était publié dans le journal, il y avait un truc qui allait donner envie de lire la suite de l'histoire. Et dans le fameux A Pair of Blue Eyes, en fait, l'auteur a fait qu'à la fin d'un chapitre, un des trois personnages principaux se retrouve suspendu dans le vide à une falaise, vraiment, littéralement. Et en fait, on ne savait pas du tout s'il allait s'en sortir ou comment. Et du coup, ça donnait vachement envie de lire la suite. Et à partir de là, en fait, le mot est resté. Et on parle, pour ce type de fin particulière, de cliffhanger. Et donc, voilà. Un cliffhanger, concrètement, c'est ça. C'est le truc qu'on met à la fin d'un épisode et qui sert à donner envie au public d'acheter en fait la suite de l'histoire, de consommer en tout cas la suite de l'histoire, de ne pas s'arrêter là et de poursuivre sa lecture, son visionnage, etc. Plus précisément,
En fait, c'est un type de fin d'épisode très spécifique. En gros, juste avant la coupure de l'épisode, donc quel que soit le type d'épisode que vous faites, que ce soit un chapitre ou un épisode de série, vous mettez un élément narratif. Et un élément narratif, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une image, une réplique, une scène entière, juste une situation particulière, voilà, ce que vous voulez. Et cet élément narratif va en fait insister sur une question dramatique qui n'est pas résolue, soit en créant en fait la situation dramatique à ce moment-là, soit en faisant un rappel sur cette situation dramatique. Et donc l'important c'est évidemment que la situation soit irrésolue pour que en fait on puisse la résoudre plus tard, parce que c'est ça qui donne envie aux spectateurs de lire. Donc dans le cliffhanger en fait il y a aussi la promesse qu'une réponse sera donnée dans la suite de l'histoire. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Parce que ce qui va différencier en fait le cliffhanger d'une fin ouverte dans un film, par exemple comme la fin de Seul au monde ou la fin de Arnaque, crime et botanique, eh bien, c'est que dans ces deux cas-là, on laisse bien une question en suspens. Là aussi, on laisse bien un truc en suspens, une situation irrésolue, mais personne ne s'attend à y répondre. L'intérêt justement, c'est qu'on n'y réponde pas. Alors que dans le cliffhanger, l'intérêt, c'est qu'on y réponde. Et en fait, ça tient au fait que dans ces films-là, dans les films à fin ouverte, en fait, la question qui est laissée à la fin ne répond pas à l'enjeu principal, ne fait pas partie de l'enjeu principal de l'histoire, mais en fait plutôt d'un enjeu secondaire qui n'est pas si important que ça. Les enjeux principaux dans ces films-là, ils ont été résolus avant. Dans Seul au monde, Tom Hanks, ça fait un moment qu'il a quitté son île, il a commencé à se réinsérer dans la société, c'est bon. Donc en fait, cette petite question en suspens de quelle route il va prendre, est-ce qu'il va retourner draguer la nana ou pas, ça c'est vraiment juste très secondaire par rapport à l'enjeu principal du film. Pareil, dans Arnaque, crime et botanique, à la fin, l'ouverture à la fin, ça traite pas du tout des enjeux principaux. C'est les enjeux principaux, c'est toute la situation, le micmac dans lequel les personnages principaux sont pris. Et ça, en fait, cette situation-là, elle a été réglée. La fin ouverte, c'est savoir c'est ce qu'ils vont réussir à se faire comme du fric ou pas. Donc c'est un enjeu très secondaire par rapport au reste, quoi. Donc l'idée d'une fin ouverte, en fait, c'est un peu de montrer que la fin, que la vie continue après l'histoire, que les personnages vont continuer d'avoir des péripéties. Simplement, bon, cette histoire-là est réglée, donc ils vont vivre d'autres aventures après. Mais on va pas les raconter, il n'y a pas besoin. Et en fait, l'idée de présenter un nouveau choix, c'est souvent de montrer ce qui a évolué chez eux. Par exemple, le personnage de Tom Hanks dans Seul au monde, on voit bien qu'il ne va pas choisir la même chose que s'il avait eu cette scène au début du film. Donc du coup, on montre qu'il a évolué, que cette aventure l'a fait évoluer. À l'inverse, dans Arnaque, crime et botanique, on montre au contraire que les personnages n'ont pas tellement évolué à cause de tout ça, parce que cette fin ouverte montre que c'est toujours plus ou moins des branquignoles, quoi. Mais voilà, ça reste, ça concerne toujours une situation dramatique secondaire, donc il y a beaucoup moins d'intérêt aux yeux du public. Et donc on peut en fait la laisser sans réponse, c'est pas grave, parce que en fait l'intérêt c'est pas tellement d'y répondre, encore une fois, c'est plutôt de dire ok, maintenant il va faire des choix différemment ou pas. Et bien le cliffhanger, justement, c'est l'inverse. Il faut absolument que ça concerne les enjeux principaux de l'intrigue, parce que si ça ne les concerne pas, tout simplement, le lecteur, le public, va pas du tout avoir envie d'aller acheter le journal suivant, donc va pas du tout avoir envie d'aller consommer la suite de l'histoire. Et ça, c'est assez évident quand on regarde la majorité des cliffhangers qu'on peut trouver. En fait, tout le monde a tellement intuitivement conscience qu'un cliffhanger, ça doit concerner les enjeux principaux du récit, que j'ai même pas de mauvais exemples à vous donner. L'essentiel des cliffhangers, surtout ceux dont les gens vont parler, vont en fait consister à mettre un ou plusieurs personnages principaux dans une situation de danger de mort imminent. C'est le cas dans A Pair of Blue Eyes dont j'ai parlé, c'est-à-dire que l'un des personnages principaux, l'un des trois personnages principaux, est suspendu à une falaise, donc il va peut-être mourir, peut-être pas. Et c'est pas l'un des idiots du village, un personnage secondaire ou quoi, non, c'est bien l'un des trois personnages principaux, donc on a envie qu'ils s'en sortent. Si je prends un exemple beaucoup plus récent,
on a dans la saison 7 de Game of Thrones l'épisode qui s'appelle Spoils of War en anglais. Donc l'épisode où à la fin Jaime se fait attaquer par Daenerys. Et ben à la fin de cet épisode, on voit bien Jaime et Bronn tomber dans l'eau et s'enfoncer comme s'ils allaient couler, et on ne sait pas s'ils vont s'en sortir ou pas, et c'est bien des personnages principaux, c'est-à-dire qu'il y a sans doute 40 millions de soldats à côté qui sont dans le même bateau, et ben eux on s'en fout. On va concentrer le plan final sur eux deux qui s'enfoncent dans l'eau, et on ne sait pas si eux vont s'en sortir. Un autre exemple beaucoup plus parlant, c'est assez récemment la fin de la saison 6 de The Walking Dead. Alors qui a quand même fait assez fort à ce niveau-là, puisque ils ont réussi à mettre absolument tous leurs personnages principaux en même temps, qui ont été capturés par le méchant de la série, Negan, et en fait, lui, il dit, ok, bah maintenant je vais en tuer un au hasard, pour l'exemple, et pour que vous me respectiez. Et là, il se met à faire, pour choisir qui il va tuer, il se met à faire Ham, Stram, Gram, etc., avec sa batte de baseball, et ça coupe là. Et donc là, on a bien un cas typique de, on a réussi à tellement mettre sur tous les enjeux principaux qu'il y a tous les personnages tous les personnages principaux qui sont au même endroit, ils sont tous en danger, il y en a un qui va mourir, on ne sait pas lequel. Donc évidemment, immédiatement, le fait que tous ces personnages sont en danger de mort imminente, bah, ça nous interpelle immédiatement. C'est-à-dire que évidemment que comme c'est des personnages principaux, c'est des personnages auxquels on est tous attachés, auxquels même si on a certains qu'on préfère ou pas, on s'en fout. Là, c'est vraiment des personnages qui sont hyper importants pour l'intrigue, donc on veut pas qu'ils meurent, quoi. Et du coup, ça nous accroche à fond, et on veut absolument savoir s'ils vont s'en sortir, comment ils vont s'en sortir, etc. Du coup, bah ouais, tout de suite, quand la suite de l'histoire sort, quand elle arrive, bah on va se précipiter dessus parce qu'on a vraiment envie d'avoir la réponse à cette question qui a été posée, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas. Et on a envie d'être soulagé en fait de ce suspense-là, quoi. Et c'est pour ça que ce type de cliffhanger, le fait de mettre un personnage principal dans une situation de danger imminent, de danger de mort imminent, est en fait super efficace et super utilisé, parce que évidemment, bah, c'est très fort, ça accroche tout de suite, ça donne tout de suite envie d'aller à l'épisode suivant. Le problème, en fait, c'est que c'est efficace, mais jusqu'à un certain point. Parce que, en fait, je l'ai dit, hein, l'idée du cliffhanger, c'est qu'on promet de donner la réponse dans la suite. Donc on va promettre de raconter une histoire qui va donner la réponse. Et ce qui se passe, en gros, c'est qu'on va créer un gros suspense très fort, très prenant avec le cliffhanger, et donc que ça va créer une attente chez le public, et le public va être tenu en haleine jusqu'à ce qu'il ait la réponse. Et donc, tant que le public n'a pas la réponse, le cliffhanger est utile, en fait. Et le cliffhanger reste efficace. Mais le problème avec un personnage en danger de mort imminent, en fait, le gros problème, bah, c'est que ça prend 2 secondes, 10 tout au plus, de répondre à la question est-ce qu'il va s'en sortir ou pas. Genre, là, vraiment, hein, c'est la scène suivante, en règle générale, c'est ah, il s'en sort. Là, voilà, si je reprends l'exemple de Game of Thrones, avec Jaime et Bronn qui sont en train de s'enfoncer dans l'eau et on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, la première scène de l'épisode suivant, c'est Jaime et Bronn qui sortent de l'eau. Voilà. Il n'y a même pas de questions à se poser. C'est-à-dire que, hop, on a répondu à la question. Et ça, c'est un problème. C'est un énorme problème parce que du coup, bah, dès qu'on a eu cette réponse qui est arrivée tout de suite, bah, tout le bénéfice du cliffhanger, toute l'attente qu'on avait, tout le plaisir qu'on pouvait avoir à attendre la réponse, tout le suspense, bah, il disparaît d'un coup. Il n'y a plus de suspense parce que bah, on a eu la réponse à la question. Et donc, s'il n'y avait pas d'autres choses intéressantes dans l'histoire, on pourrait juste s'arrêter à la première scène de l'épisode suivant, et voilà. Donc, c'est pas un suspense, c'est pas ce type de cliffhanger, c'est pas un type de cliffhanger qui est très efficace, précisément parce que bah, ça va pas nous permettre de raconter une histoire très longue et de maintenir un suspense très longtemps. C'est même un peu nul, en fait, quoi, quand on y réfléchit. Et en fait, bah, du coup, il y en a qui sont assez conscients de ce souci-là, que ça va pas durer très longtemps.
Et alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'étirer au maximum la réponse, l'arrivée de la réponse. C'est-à-dire qu'au lieu de le mettre dans la première scène de l'épisode suivant, ils essaient de trouver un moyen de répondre ça quasiment à la fin de l'épisode suivant, quoi, en fait. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec A Pair of Blue Eyes. Puisque du coup, en fait, au lieu de sauver son personnage tout de suite du fait d'être suspendu à la falaise, alors pour info, hein, il sera sauvé par un autre personnage qui vient l'aider, et ben l'auteur a décidé de le faire réfléchir à sa vie, au sens de ses faits et gestes passés, etc., pour faire durer en fait le temps d'arrivée de la réponse. Donc on le retrouve, il est suspendu à sa falaise, en fait il se met à réfléchir sur sa vie et sur ce qui lui est arrivé jusque-là, etc. Jusqu'à voilà, pendant un très long moment, jusqu'à ce qu'il soit finalement sauvé. Et ça, bah, du coup, en fait, on retrouve exactement la même technique dans le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead, c'est-à-dire que les scénaristes qui ont bien compris qu'en fait, bah, savoir qui allait mourir, ça allait prendre 2 secondes à raconter, et ben ils ont dit bah non, en fait, on va raconter l'épisode à l'envers, et du coup ça va permettre qu'on sache pas tout de suite qui est mort, comment, pourquoi, etc. Et bah du coup, voilà, et ça leur a permis de mettre la réponse à la question le plus tard possible dans l'épisode. Le problème, c'est que dans les deux cas, bah, ça devient très très vite lourdingue et artificiel de faire ça. C'est-à-dire qu'on a tellement conscience que les scénaristes ou les auteurs sont en train de nous frustrer pour pas nous révéler le truc tout de suite, histoire qu'on reste bien accroché, qu'en fait ça devient saoulant en fait. D'ailleurs, hein, si le mot cliffhanger est resté, c'est bien parce que cette idée dans A Pair of Blue Eyes de rallonger la scène avec ce mec qui réfléchit à sa vie, bah, les critiques ont trouvé ça trop gratuit, trop facile en fait. Et donc en fait, c'est resté parce qu'on critiquait le cliffhanger en fait, cette idée de cliffhanger. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas du tout le meilleur roman de cet auteur-là, bien au contraire. Donc ouais, je suis désolé, mais mettre un personnage dans une situation de danger imminent à la fin d'un épisode, c'est pas un bon cliffhanger du tout, c'est de la facilité, et ouais, c'est hyper prenant sur le moment, mais en fait ça emmène pas très loin. En 2 secondes derrière, ça y est, c'est fini, on n'a plus rien, on n'a plus de suspense, on n'a plus d'attente. Donc franchement, bof quoi. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les 3 quarts des cliffhangers, même beaucoup plus que ça, et surtout les 3 quarts des cliffhangers dont les gens vont vous parler, dont les gens vont dire oh là là, mon dieu, t'as vu la fin du dernier épisode de machin et tout, en fait, c'est des cliffhangers comme ça, c'est-à-dire des cliffhangers où les personnages se retrouvent, des personnages principaux se retrouvent dans une situation de danger de mort imminent. Et en fait, pour moi, ça me fait l'effet que c'est comme si la plupart des gens, des scénaristes, en fait, sont plus intéressés par l'idée que le cliffhanger ce soit un choc, que tout le monde va en parler, etc., plutôt que de s'intéresser en fait à bah, ce que ça apporte réellement à l'histoire, ce cliffhanger. Si le but d'un cliffhanger c'est de donner envie au public de connaître la suite, bah, moi je pense qu'on devrait peut-être plutôt essayer de faire des cliffhangers qui demandent de raconter des longues histoires derrière pour répondre aux questions que ça soulève, non? En tout cas, moi c'est ce qui me semblerait le plus naturel, le plus intéressant. Eh ben non, en fait, la tendance est plutôt à l'inverse. On va de plus en plus chercher en fait à faire un effet cliffhanger, un effet de choc, plutôt que de s'intéresser à ce que ça propose pour l'intrigue elle-même. Et c'est d'autant plus évident quand on voit que certains auteurs utilisent carrément la mort de personnages principaux comme si c'était des cliffhangers, c'est-à-dire en les foutant à la fin de l'épisode. Alors ouais, bien sûr, hein, quand il y a l'épisode, quand il y a le personnage qui meurt à la fin de l'épisode, ça donne envie de savoir la suite, je suis d'accord. Hein, parce qu'on espère que c'est pas vrai, parce qu'on se dit que quand même ça peut pas vraiment être la fin de l'histoire, il y a un truc, il y a un machin, on n'a pas fait ça par hasard. Ou alors parce qu'on a envie de savoir si le gars va ressusciter ou pas, hein, ça arrive aussi. Et oui, hein, ça c'est sûr, ça va créer un choc énorme dont tout le monde va parler. Ça, de toute manière, la mort d'un personnage principal dans une série, c'est toujours ça. Hein, les gens se sont attachés au personnage, donc tout le monde en parle quand le personnage y meurt. Mais la mort d'un personnage principal, en soi, c'est l'antithèse même d'un cliffhanger. Justement, puisque le personnage est mort, bah, il a plus d'intrigue. C'est la résolution de toutes les intrigues qu'il concernait, en fait. Toutes les situations dramatiques qu'il concerne sont finies. Il est mort. Il n'y a plus d'intrigue autour de lui. Voilà, donc il n'y a même pas de réponse à apporter derrière, en fait. La seule et unique question qui reste, c'est comment est-ce que ça va impacter les autres personnages de la série.
Et alors là, attention, hein, parce qu'il faut que les autres personnages de la série, ils soient tout aussi intéressants que le personnage principal que vous avez tué. Parce que si c'est pas le cas, ça crée plus un gros vide qu'autre chose. Voilà. Si je prends l'exemple de la mort de Ned Stark dans Game of Thrones, ce qui marchait bien, c'est que bah, du coup, ça crée plein de remouches dans la vie de tous ces enfants, des autres personnages, etc. Donc là, il y avait vraiment quelque chose qui se passait avec cette fin-là. Donc ça crée effectivement un cliffhanger. En revanche, si je prends le très fameux épisode du Red Wedding et donc de la mort de Robb et de tout un tas d'autres personnages, je suis désolé, mais tout ce que ça signait, c'était la fin d'une intrigue qui était une grosse partie de l'intrigue jusqu'à présent dans la série, c'est-à-dire la fin de la guerre entre le Nord et le reste du pays, quoi. Et bah, tout ça, du jour au lendemain, d'un épisode à l'autre, d'un seul coup, pouf, il n'y a plus de guerre. Et du coup, bah, il y a plein d'enjeux qui ont disparu, en fait. Et ça n'a pas tant impacté que ça les autres personnages. En tout cas, pas tout de suite. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que ça pose des problèmes de faire ça, moi enfin, je sais qu'il y a énormément de personnages qui n'ont jamais regardé la saison 4 de Downton Abbey. Parce que justement, enfin, le fait d'avoir le personnage de Matthew qui meurt à la fin de la saison 3, bon bah pourquoi continuer quoi en fait. Donc voilà, cette tendance à vouloir faire une fin d'épisode choc, en fait, plutôt qu'un vrai cliffhanger, moi, ça me prouve juste à quel point, en fait, on veut juste faire du cliffhanger un événement en soi, plutôt que d'un élément utile à l'intrigue. Et alors, ouais, je pourrais être comme tout le monde, et je pourrais dire, ok, très bien, vous avez fait un plus gros choc que les autres, en tuant plus de personnages, ou en mettant plus de personnages en danger, etc. Mais voilà, moi en fait, j'ai vu d'autres séries et j'ai vu beaucoup d'autres séries que ça. Et du coup, en fait, j'ai été habitué à des cliffhangers vachement plus discrets des fois, mais immédiatement plus efficaces pour me donner envie de lire la suite. Quoi. Enfin, là, je viens de dévorer la série The Good Wife. Il n'y a pas de gros cliffhangers dedans, mais clairement, à chaque fois qu'il y en a un, on a plus envie de voir la suite que tous les épisodes de Game of Thrones. Et puis, surtout, moi j'ai vu des cliffhangers qui provoquaient à la fois un choc aussi fort et en même temps bah, qui se permettaient le luxe d'être vachement plus efficace sur l'histoire que ça racontait derrière. Du coup, moi j'aimerais bien vous ramener en un temps où les cliffhangers valaient vraiment la peine d'être vus. Où il fallait souvent, mais plusieurs épisodes pour voir arriver des réponses aux questions que ça soulevait. Et où les fins d'épisodes restaient quand même gravées dans la mémoire tant elles étaient fortes. Un temps où chaque cliffhanger magistral était suivi d'un son très particulier. Alors oui, bien sûr, je veux parler de la série Lost. Ouais, encore. Parce que au niveau des cliffhangers, c'est la série qui a su maîtriser l'art du cliffhanger. Mais genre vraiment mieux que personne. Vous en souvenez peut-être pas, vous l'avez peut-être pas vu, mais à l'époque, tout le monde parlait des cliffhangers de Lost. Et aujourd'hui encore, plus de 10 ans après la fin de la série, on considère qu'elle est toujours inégalée sur ce point-là. Hein. Si je compare avec les séries actuelles, souvent il va y avoir un, deux grands cliffhangers dont tout le monde va parler, et souvent à la fin d'une saison, mais pour Lost, les cliffhangers, ça arrivait à un épisode sur deux, en fait, les cliffhangers comme ça. Et les cliffhangers de fin de saison, ils étaient encore plus énormes, ils étaient dantesques. Donc, si vous ne me croyez pas, bah, je vous laisse aller voir la série et juger par vous-même. Mais s'il y a bien un exemple à suivre, croyez-moi, bien un exemple à étudier, c'est la série Lost. Et pour bien comprendre comment fonctionnent les cliffhangers dans Lost, il faut un peu comprendre comment fonctionne le suspense de manière générale. Le suspense, en fait, il n'y a que trois sources possibles. La première source, c'est le danger. Alors, ça peut être un danger de mort, oui, mais plus généralement, en fait, c'est un danger sur l'objectif du personnage. C'est plutôt ça qu'on va avoir. En gros, tout ce qui va menacer la réalisation de l'objectif du personnage. Un danger de mort, évidemment, hein, ça rentre dans cette catégorie, ça menace tous les objectifs du personnage. Mais l'idée, c'est ça, c'est une menace sur l'objectif du personnage, quel que soit le type de cette menace. Hein. Par exemple, si l'objectif du personnage, c'est de finir avec telle personne, voilà, la menace, ça peut être cette personne habite loin. Voilà, ça, c'est un danger.
Le souci en fait avec le danger, c'est quand on veut effectivement créer un cliffhanger, parce que c'est pas un outil très utile. Parce qu'en fait, on n'a que deux choix avec le danger. Soit on fait un danger imminent, donc il faut régler tout de suite, tout de suite. Là, l'avantage, c'est que bah, comme c'est un danger imminent qui arrive tout de suite, il faut s'en débarrasser maintenant, maintenant, et bah, du coup, c'est hyper prenant hein, sur le plan dramaturgique. Ça crée un choc énorme quand ça arrive et on est pris dedans et voilà, et on serre les fesses sur notre chaise et c'est super. Le problème avec ça, c'est que bah, du coup, comme c'est imminent, par définition, ça peut pas durer en fait. Le danger en lui-même doit disparaître assez vite d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, en gros, soit le personnage meurt, soit il meurt pas, soit il se prend le danger, enfin les conséquences du danger en pleine gueule, soit il arrive à y échapper, mais il faut que ça arrive tout de suite. Sinon, c'est plus un truc imminent et du coup, ça marche pas. C'est pas cohérent. Euh, du coup, le problème avec ça, quand on veut créer un cliff, bah, c'est que, comme je l'ai dit déjà un peu plus tôt, on répond beaucoup trop vite à la question que ça soulève. Dans la seconde option, en fait, ce sont des dangers qui sont des menaces un peu plus permanentes, plus latentes. Hein. Par exemple, une société un peu dangereuse ou des trucs comme ça. Ces dangers-là, ils sont très bien pour créer du suspense sur le long terme, effectivement. Donc du coup, quand on soulève quelque chose, on soulève une question comme ça, en général, il faut très longtemps pour se débarrasser de ce danger-là, et c'est normal, enfin, on s'en débarrasse pas toujours, etc. Donc c'est super pour raconter des trucs sur la durée. En revanche, il n'y a pas d'effet choc quand ça arrive, puisque c'est pas prenant. Puisque justement, c'est un truc qui est un peu dans l'ambiance générale de l'histoire, et pas imminent. Bah, du coup, il y a pas cet effet choc. Ok, il y a un danger, mais le personnage a le temps de gérer. Donc, il a le temps la nature même du problème fait qu'il a le temps de s'en sortir. Donc, il y a moins cet effet oh mon dieu, comment il va s'en sortir. Donc voilà, le danger, c'est pas une source idéale de suspense quand on veut créer un cliffhanger. La deuxième source du suspense, c'est le dilemme, c'est-à-dire quand le personnage doit faire un choix difficile et qu'on ne sait pas quel choix il va choisir. Donc c'est justement sur ce type de suspense que va beaucoup beaucoup jouer la série The Good Wife. Hein. Là, évidemment, on peut finir un épisode avec une situation où le personnage doit choisir entre deux options ou trois choix super difficiles. Là, c'est sûr, hein, l'effet choc, il est hyper efficace parce qu'on a vraiment envie de savoir ce que le personnage va choisir. Donc, très bien. Et en plus, si ça a été bien construit en amont, le choc est encore plus grand. Hein. Évidemment, c'est un peu la difficulté avec les dilemmes, c'est-à-dire qu'il faut bien montrer pourquoi chaque option est importante pour le personnage. Donc voilà, il y a un peu ce souci-là. Mais quand c'est bien fait, le côté choc est super. Et le problème, par contre, c'est exactement la même chose qu'avec un danger imminent. Bah, ce qu'on va raconter dans la suite, c'est le personnage qui fait un choix. Et le fait de faire un choix, ça prend là aussi 2 secondes, en fait. Et pouf, tout l'effet du cliffhanger disparaît. Alors on peut évidemment, hein, un peu comme le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead, faire durer ça avec le personnage qui hésite longuement, qui va poser des questions à l'un, à l'autre pour savoir quelle option il va choisir, etc. Le problème, c'est que quand on a un dilemme en termes de narration, c'est pas très intéressant d'avoir un personnage qui prend pas de décision et qui va pas dans un sens. Donc quand il reste bloqué comme ça peut devenir un peu harassant. Et du coup, on conseille plutôt de le voir faire un choix, choisir vite en fait, et puis ensuite on monte petit à petit qu'il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix, peut-être qu'il est tenté de revenir sur sa décision, etc. Et en fait, on va plutôt jouer sur le côté, il a fait un choix déjà, mais petit à petit, il a quand même encore le dilemme qui reste. Le problème avec ça, c'est qu'en termes de cliffhanger, en tout cas, si vous avez fait l'option, si vous avez choisi de faire votre cliffhanger sur le dilemme, le problème c'est qu'effectivement, bah, à partir du moment où le personnage aura fait un choix, même si on se rend compte plus tard que c'est pas le bon, etc., l'effet du cliffhanger aura été dissipé depuis longtemps. Donc, pareil, le dilemme, pas la meilleure option. Et en fait, du coup, bah, c'est pour ça que la série Lost, en fait, a plutôt décidé d'utiliser la troisième source du suspense, c'est-à-dire le mystère. Donc le mystère, hein, c'est tout simplement une énigme à résoudre,
une question à laquelle on n'a pas la réponse et qui nous intrigue, quoi. Donc le cas le plus commun, hein, c'est évidemment l'intrigue policière. Vous avez un meurtre, vous savez pas qui a tué la personne, et du coup, vous cherchez des indices, des trucs pour savoir qui a tué la personne. Voilà, typiquement un cas de mystère, quoi. Et en fait, là l'avantage, c'est que immédiatement pour résoudre un mystère, il faut du temps, quoi. C'est pas simple de répondre à un mystère. On peut pas juste dire tiens, c'est lui qui a tué là-bas. Si on fait ça, ça sert à rien. On n'est pas impliqué dans le mystère, donc on s'en fout. On s'en fout de résoudre ce mystère. Mais en plus, ça va plus loin puisque il n'y a pas de suspense si vous faites ça. Donc du coup, pour répondre à ça, en général, il faut rassembler des indices, il faut ensuite les mettre ensemble, voir comment ils sont connectés, et de là, on va pouvoir effectivement trouver une solution, puis ensuite, on va prouver si est-ce que c'est la bonne solution ou pas, etc. Bon, bref, ça demande vachement de temps. Et du coup, quand vous voulez faire un cliffhanger qui se base sur le mystère, c'est super pratique parce que en général, il va vous falloir plusieurs épisodes pour répondre aux questions que ça soulève en fait. Voilà, par exemple, dans Lost, à la fin de l'épisode 2 de la saison 1, les personnages captent un étrange SOS qui tourne en boucle depuis plus de 16 ans et qui dit en gros venez me chercher, ils sont tous morts, là 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 là. Et du coup, là, d'un seul coup, on se demande, mais d'où ça peut venir? Est-ce que la personne est toujours en vie? Qu'est-ce qui est arrivé à ces précédents naufragés-là, etc. Bref, tout un tas de mystères. Et la réponse à ces questions-là, elle arrive dans l'épisode 9. C'est-à-dire, on la pose dans l'épisode 2, on y répond dans l'épisode 9, hein, soit 7 épisodes plus tard. Donc, si je prends un autre exemple qui est encore plus fort, encore plus connu, donc c'est la fameuse trappe. La trappe, Locke et Boone ne la découvrent que à la fin de l'épisode 11. C'est le cliffhanger de l'épisode 11. En fait, ils trouvent un truc, une trappe au milieu de la forêt. Et il faut attendre l'épisode 3 de la saison suivante pour qu'on ait enfin vraiment une réponse à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que c'est que cette trappe, quoi. Donc vous imaginez le nombre d'épisodes que ça représente. Donc voilà, on voit bien à quel point un cliffhanger qui est basé sur ce mystère va être vachement plus efficace parce que naturellement, ça suppose une réponse beaucoup plus longue. Donc ça va tenir le spectateur en haleine beaucoup plus longtemps en fait. Mais en plus, créer un cliffhanger sur du mystère, c'est encore plus efficace parce que c'est très très facile de faire un cliffhanger choc avec le mystère aussi en fait. Alors il ne s'agit pas effectivement de mettre le personnage dans une situation de choix difficile à la fin de l'épisode, il ne s'agit pas non plus de le mettre dans une situation de danger, en fait il s'agit tout simplement, on peut faire trois choses, soit on montre le phénomène étrange qui crée le suspense, donc là voilà, les personnages trouvent la trappe, mon Dieu, mais d'un seul coup, ça soulève plein de questions, c'est super étrange, et ça fait un effet choc, en fait, de cette découverte-là. Le moment de la découverte a un effet choc. On peut aussi donner un indice, enfin, en tout cas, faire lever un obstacle qui empêchait d'avoir des réponses. Donc là, par exemple, ça, c'est le final de la saison 1, c'est-à-dire que, pouf, la trappe est enfin ouverte, donc ils vont avoir les réponses dans les épisodes suivants, ça y est. Donc là, voilà, encore une fois, un effet choc, parce que boum, ça y est, la trappe est ouverte. La troisième solution, c'est tout simplement de donner un indice qui va relancer de l'étrangeté, relancer du suspense. Vous le donnez à la fin de l'épisode et d'un seul coup, paf, ça déclenche plein de trucs en vous, ça vous donne plus d'informations sur le mystère et donc du coup vous vous dites ah mon dieu mais en fait il y a tout ça en plus, voilà, et donc le fait juste de donner l'indice à la fin, ça crée aussi un effet choc. Donc là on voit bien, ça c'est la fin de l'épisode par exemple quand on voit les numéros maudits de Hurley qui sont gravés sur la paroi de la trappe. Donc là, clairement, ça fait un effet « Oh là là, en fait, c'est encore plus bizarre que ce que je croyais ». Et pareil, quand Locke frappe sur la trappe et que la lumière s'allume d'un seul coup, c'est pareil, hein, ça rend le truc encore plus étrange, on a encore plus envie de savoir le truc. Donc voilà, créer des effets chocs comme ça, c'est très facile avec un mystère. Il suffit de balancer un nouvel indice, de supprimer un obstacle ou tout simplement de créer un nouveau mystère dans la dernière scène.
Et ça peut marquer durablement l'esprit, tout comme un danger imminent, etc. Et ça donne vraiment envie de savoir la suite de la même manière. Et donc voilà, puisque ça combine cet effet choc qui marque les esprits, avec le côté il faut vachement de temps pour pouvoir donner des réponses, du coup c'est à la fois un cliffhanger dont tout le monde va parler, qui crée un effet choc, etc. Et en plus, un truc hyper efficace qui va tenir le spectateur en haleine sur de longues périodes, quoi. Hein, le summum de ça, c'est le final de la saison 3 de Lost, encore une fois, avec le fameux We have to go back, Kate, je vous en dis pas plus. Voilà, cette seule scène soulève à elle seule une demi-douzaine de nouveaux mystères. D'un seul coup, pouf, allez, on vous balance tout ça d'un coup. Et du coup, il faut une saison et demie entière pour avoir les réponses à ces questions-là. Vraiment. Donc vous voyez à quel point un cliffhanger basé sur le mystère, quand il est vraiment bien maîtrisé, c'est infiniment plus efficace que juste mettre son héros suspendu à la falaise. Mais en fait, cette technique, elle va même encore plus loin que ça. Elle est même encore plus efficace que ça, et elle permet encore une autre chose que les autres cliffhangers ne permettent pas. Si vous prenez un cliffhanger danger, un danger imminent, et ça marche aussi même avec les choix où le personnage doit faire le choix maintenant. Le problème avec ces cliffhangers-là, c'est que comme la situation est imminente, il faut faire le truc maintenant, il faut s'en sortir maintenant, il faut faire le choix maintenant, eh ben on ne peut rien raconter d'autre. Parce que le truc est imminent. Si on raconte autre chose, ça n'a aucune logique. En fait, si le personnage dans l'épisode suivant il fait autre chose, ça n'a aucune logique. Non, il faut d'abord qu'il se sorte de cette situation-là. C'est essentiel. Donc, du coup, on ne peut pas raconter le reste de l'histoire. Donc, du coup, on est absolument obligé de répondre très vite à la question soulevée par le cliffhanger. Généralement, dans la scène qui suit, en fait. Le début de l'épisode suivant, c'est la réponse au cliffhanger. Et ce problème-là, qui empêche de répondre plus tard, et qui demande à The Walking Dead de faire un épisode écrit complètement à l'envers, ce problème-là disparaît complètement avec un mystère. Parce que le mystère, il est là, mais il n'empêche pas le personnage de faire autre chose. Voilà, c'est-à-dire que si un mystère, ok, c'est cool, il y a un mystère, mais comme il n'y a pas un truc imminent sur la vie du personnage, du coup, il peut faire autre chose en attendant de le résoudre. Et c'est d'ailleurs ce que fait Lost. S'il y a autant d'épisodes entre la fin de l'épisode 2 et les réponses apportées à ce cliff-là, c'est parce que les personnages font plein d'autres choses en même temps. Même s'ils continuent à chercher un petit peu la source du SOS, et qu'il y a plein de petits rebondissements là-dessus, la réalité c'est que en fait on raconte plein d'autres trucs en attendant de pouvoir obtenir les réponses. Et ça pose aucun problème. Il n'y a pas de problème de cohérence, puisque le mystère il s'est pas envolé, et en même temps le mystère c'est pas une chose imminente, donc on peut tout à fait comprendre que les personnages fassent autre chose. Et en même temps, l'intérêt pour le mystère, il n'est pas disparu. C'est-à-dire qu'on a eu le cliffhanger, on a eu le mystère qui s'est créé, on a toujours envie d'avoir les réponses, et on peut raconter autre chose, on aura toujours envie d'avoir les réponses. Donc l'attente est toujours là, quoi qu'il arrive, même en créant du délai avec l'histoire. En fait, le seul risque, c'est que si le reste de l'histoire est pas aussi intéressant que la résolution du mystère, voilà, le spectateur risque d'être un peu frustré et de vous faire chier là-dessus parce que vous répondez pas aux questions que vous soulevez. Mais bon, si on regarde la série Lost, ils ont réussi à créer des histoires suffisamment intéressantes à chaque fois entre les cliffhangers et les réponses qu'ils donnaient. Donc, c'est pas non plus si compliqué que ça. Il s'agit juste de bien écrire. Mais quoi qu'il en soit, vous retenez ça avec un mystère, en plus de pouvoir prendre du temps à répondre et de pouvoir créer un effet choc, vous pouvez même différer le fait de répondre à l'attente du spectateur. Vous pouvez lui répondre plusieurs épisodes plus tard, soit en suivant d'autres personnages, en disant que le personnage, en fait, bon, il a un problème plus urgent à régler avant, ou des trucs comme ça. C'est pas un problème du tout. Donc, voilà. Franchement, utilisez le mystère pour créer des cliffhangers. C'est vachement plus efficace, quoi. Bon, alors, ok, effectivement, là vous allez me dire, ouais mais Lost, c'est de la triche.
Je veux dire, évidemment que Lost a basé tous ses cliffhangers sur le mystère. C'est une série fantastique. Ça repose entièrement sur le mystère, l'étrange, le fait que ce soit bizarre, que l'île elle soit bizarre et tout. Le problème, c'est que tout le monde n'écrit pas des séries fantastiques. Donc comment on fait quand on écrit une histoire qui est une comédie ou un drame, où en fait il n'y a même pas forcément l'option de suspendre le gars au bout de sa falaise, tu vois. Comment on fait quand on écrit Friends ou The Good Wife ou des choses comme ça, Et, bref, des histoires qui ne reposent pas sur le mystère, voire qui n'en contiennent pas du tout parce que c'est pas le sujet. Et bien là encore, sachez que Lost a la réponse. Car oui, tous les cliffhangers de Lost ne reposent pas sur le mystère. En fait, on va même aller plus loin, tous les épisodes n'ont pas de cliffhanger à la fin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y en a pas toujours. Il y en a très régulièrement, mais pas tout le temps. Ça tient notamment au fait que, comme ils ont créé un gros mystère à un épisode ou deux avant, ils n'ont pas spécialement besoin de relancer tout le temps, quoi. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cliffhangers, oui, mais il y en a une bonne partie qui repose pas tellement sur le mystère, mais sur les relations entre les personnages. Par exemple, à la fin de l'épisode 20 de la saison 1, toujours, après la mort de Boone, l'épisode se termine sur Jack qui prend son sac et va dans la jungle pour aller casser la gueule à Locke. Et là, en fait, c'est tout aussi fort pour donner envie de voir la suite, parce qu'en fait, on a passé quasiment tout le reste de la saison, donc 20 épisodes, à montrer le personnage de Jack et le personnage de Locke, et à montrer en quoi c'était des leaders, en ce qu'ils pouvaient apporter aux autres, etc. Et donc le fait de dire, ok, à partir de maintenant, ils vont se fight, immédiatement, on a envie de voir ce qui... Merde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile, etc. C'est quoi qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'histoire? Et en fait, ce que ça révèle, ce cliffhanger-là, c'est à quel point les scénaristes de Lost avaient vraiment compris ce que c'est un cliffhanger et à quoi ça sert. Je l'ai dit, un cliffhanger, c'est un élément qui doit donner envie au public de consommer la suite de votre histoire. Or, qu'est-ce qui peut donner plus envie de consommer la suite de votre histoire que de carrément promettre de raconter une nouvelle histoire tout entière? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que fait la fin de cet épisode-là. C'est-à-dire que jusque-là, Jack et Locke faisaient leur truc chacun de leur côté, ils avaient chacun un peu les gens qui les suivaient, etc. Mais ils étaient soit alliés, soit ils étaient séparés. Mais là, on te dit, à partir de la fin de cet épisode-là, là maintenant, ils vont se friter, ils vont se fighter. Du coup, il y a quelque chose qui change dans l'histoire et d'un seul coup, notre imagination se met complètement en branle et commence à faire waouh, mais du coup, est-ce qu'ils vont faire la guerre? Est-ce qu'ils vont faire un. Est-ce qu'ils vont vraiment se battre, etc., etc. Donc, on a envie de voir tout ça parce que ça suscite notre imagination, en fait, de promettre une nouvelle histoire, ça suscite toujours à fond notre imagination et donc on a envie de savoir si est-ce qu'on a bien deviné les choses. Eh ben, si on y réfléchit, en fait, c'est exactement ce que ça fait aussi de créer des cliffhangers avec du mystère. C'est-à-dire que quand vous créez un cliffhanger avec du mystère, quand vous créez un nouveau mystère, donc exemple, hop, arrivée de la trappe dans la série, en fait, ce que ça promet, c'est pas tellement de résoudre le mystère en soi, c'est de dire, mais en fait, on va vous raconter une nouvelle histoire à propos de cette île, l'histoire de la trappe qui est enfoncée dans le sol. Et là, du coup, d'un seul coup, votre imagination se dit, ah ouais, ça pourrait être un bunker, ça pourrait être... Alors on sait à ce moment-là qu'il y a d'autres personnes sur l'île, que ça pourrait être leur repère, ça pourrait être leur truc et tout, machin. D'un seul coup, il y a plein de trucs qui viennent se mettre dans votre imagination, et ça vous donne envie, en fait, qu'on vous raconte cette histoire-là. Et pareil, quand à la fin de la saison 1, la trappe est ouverte, même principe. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous dites, ok, on va avoir les réponses, ils vont enfin savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais du coup, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et du coup, vous avez envie qu'on vous raconte cette histoire-là. Et en fait, c'est ça, un excellent cliffhanger. Un excellent cliffhanger, c'est un cliffhanger qui donne du grain à moudre à votre imagination pour vous donner envie de voir la suite. Et pas juste un épisode derrière, mais vraiment tous les épisodes qui vont suivre. Et donc, en réalité, au final,
peu importe que vous essayez de créer du suspense avec votre cliffhanger, que ce soit basé sur le mystère, le danger ou même le dilemme. Parce que, comme je le disais au tout début de ce podcast, le but d'un cliffhanger, c'est pas de créer du suspense, c'est même pas de créer un effet choc dont tout le monde va parler. Non, le but d'un cliffhanger, c'est juste de donner envie aux spectateurs, au public, de consommer la suite de l'histoire. Or, rien ne donne plus envie que un truc qui suscite l'imagination, bref, quelque chose qui relance l'histoire dans une nouvelle direction, qui promet une nouvelle histoire. Or, ça là, ce que je viens de décrire, c'est tout simplement un twist. Et ouais, en fait, les meilleurs cliffhangers sont en fait des twists qui arrivent à la fin de l'épisode. Et la bonne nouvelle en plus, c'est qu'un twist, l'apparition d'un twist, surtout un gros twist, bah, c'est toujours un choc émotionnel. Et donc tout le monde va en parler quand même. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de faire le danger imminent, vous n'avez pas besoin de tuer un personnage. Un twist, un gros twist, qui promet de raconter énormément de choses par la suite, est toujours le meilleur cliffhanger possible. Et en fait, la preuve de ça, pour moi, c'est la fin de l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones, on a Jon Snow, le limier et tout un tas d'autres personnages qui sont rassemblés dans le nord et qui décident d'aller passer les murs pour aller trouver un mort-vivant. Et juste, voilà, et l'épisode s'arrête là en fait. Ils passent le mur et ils partent à l'aventure et ça s'arrête. Et ça, en fait, ça avait créé un intérêt énorme, mais énorme. C'est-à-dire qu'en quelques heures, en quelques jours, on avait vu pulluler mais tout un tas de vidéos sur Internet qui parlaient que de ça. Et y compris des fausses bandes annonces qui annonçaient l'épisode suivant comme si c'était un remake de Friends, des 12 salopards, des 7 mercenaires, ou plein de trucs encore comme ça. Et en fait, c'était génial. L'ambiance qu'il y avait autour de cette attente de l'épisode suivant était géniale. Et pourtant, il n'y a pas un personnage principal qui est dans une situation de danger imminent. Il n'y a pas un gros choix à faire, un gros dilemme, machin. Et il n'y a même pas spécialement de mystère soulevé à ce moment-là. On sait très bien ce qu'ils vont faire. On ne sait pas s'ils vont y arriver, mais on sait très bien ce qu'ils vont faire. Non, en fait, c'est juste que dans cette série, voir autant de personnages qu'on aime partir tous ensemble à l'aventure, c'était jamais arrivé. Et on avait juste tellement envie que ça se passe. On avait tellement envie de voir ce que ça allait donner que du coup, ça a marché. Et d'ailleurs, dans The Walking Dead, le véritable cliffhanger qui relance le plus l'histoire, c'est pas le moment où ils sont tous en danger, où le méchant il fait Amstramgram. Non, c'est à la fin de l'épisode suivant, la fin du premier épisode de la saison 7, quand Rick promet au méchant que un jour, il sait pas quand, il sait pas comment, mais un jour il se vengera. Et là vraiment ça crée une attente formidable parce qu'on se dit ok, je veux voir quel plan il fait, je veux voir, etc. Immédiatement, ça suscite mon imagination. Comment il va s'en sortir pour tenir sa promesse. Ça, c'était un vrai cliffhanger qui relançait l'histoire. Ça, pour moi, ça aurait dû être la vraie fin de la saison 6. Donc voilà, ne l'oubliez jamais, le meilleur cliffhanger possible, c'est pas celui qui crée du suspense, c'est celui qui relance l'histoire dans une nouvelle direction, qui donne envie au public. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, mais alors c'est pas du tout la fin de tout ce que j'ai à dire sur les cliffhangers. En fait, il y avait un deuxième truc que je voulais dire sur les cliffhangers, mais je me suis rendu compte que cet épisode était déjà monstrueusement long, et surtout que le deuxième sujet est pas tellement lié à l'attente du spectateur exactement, donc du coup, voilà, j'ai décidé que je ferai un autre épisode plus tard, et notamment, c'est une raison qui explique pourquoi les cliffhangers de Lost sont encore plus marquants que tout ce que j'ai dit jusque-là. Donc voilà, c'est un truc très important pour les cliffhangers, mais on en parlera plus tard. Voilà, si je m'étais lancé dans ces explications-là, on s'en serait jamais sorti. Voilà. Du coup, je réserve tout ça pour un futur épisode, et en attendant, sachez que vous pouvez toujours me proposer dans les commentaires vos propres sujets, de vous poser votre question d'écriture, et je pourrais imaginer un podcast à partir de ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà.
Sinon, vous pouvez toujours liker, vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours en parler à vos amis et vous pouvez toujours écrire des belles histoires. Voilà. Mais si vous voulez me soutenir, je vous rappelle, hein, donc il y a la cagnotte pour mon court-métrage, le lien est dans la description, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Donc, hein, j'ai besoin de vous pour du matériel, pour des décors, pour des costumes, etc. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, c'est l'histoire en fait de Thomas, un jeune homme qui s'inscrit à un jeu en VR en ligne avec un avatar féminin, mais qui va le dire à personne. Et du coup, dans le jeu, il y a un moment, il rencontre un autre joueur, il commence à se draguer, sauf qu'en réalité, bah, ce joueur-là, c'est en fait un de ses collègues. Et je vous en dis pas plus. Voilà, voilà. Mais en tout cas, on a besoin de vous, et si vous pouvez donner, même ne serait-ce qu'un euro, ce serait vraiment génial, et je vous aimerais énormément. Voilà, voilà. Sinon, si vous voulez lire, j'ai toujours l'anthologie de nouvelles que j'avais publiée il y a quelques années qui s'appelle Les Nouveaux Robots. Donc c'est une anthologie de nouvelles d'anticipation qui parle des robots. Donc c'est une anthologie d'hommage à Isaac Asimov, hein, donc celui qui a inventé les fameuses trois lois de la robotique. Et donc voilà, il y a 9 nouvelles qui sont des fois drôles, des fois pas drôles, des fois très intéressantes, souvent d'ailleurs. Mais voilà, si vous avez envie de lire quelque chose de bien, eh ben, je peux que vous recommander ça, parce que je l'ai publié, c'est que ça doit être bien. Voilà, voilà, voilà. Bon confinement à tous.